Alexandre Piton, grand chef d'une petite exploitation, je te remets le micro de l'intervieweur afin que tu puisses partir par-delà le hameau pour aller faire des interviews pour ta chaîne YouTube. Merci. Maintenant, va. Pourquoi tu es encore là? J'aimerais bien qu'on parle de mon petit problème de dédoublement de personnalité. On en a déjà parlé. Toi et moi, on est complètement fous. Ça serait impossible pour nous de définir qui est l'alter ego de l'autre. Donc, le sujet est clos. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Allez, vas-y, casse-toi maintenant. Bon, ben j'y vais. Je prends ça et puis je vais faire l'interview du reproducteur. Là, je vais chercher mes naissins. Casse-toi maintenant. Ouais. Ouais, j'y vais. Voilà. Je suis parti. Voilà. Non mais regardez-moi ce fou furieux. Ah. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait 1h20 de route pour aller chercher mes naissins. Je suis allé chez mon reproducteur, monsieur Christian Delplanque, qui se trouve juste derrière moi. Et en faisant le chemin, je me suis dit que ça serait quand même plutôt chouette que je vous emmène avec moi, histoire de voir ce que c'est que cette exploitation. D'abord, on va faire une petite interview avec monsieur Christian Delplanque. On va pouvoir voir son exploitation, qui est très intrigante, et il va aussi se présenter. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Vous allez voir pourquoi. Dans un deuxième temps, on va imaginer un héliciculteur qui s'appelle Grégoire. Grégoire n'existe pas, mais ça, c'est pas la question. Et en fait, on va lui faire son calendrier de travail. On va voir comment il doit s'y prendre, mois par mois, pour élever 50 000 escargots gros gris et 50 000 petits gris. Ça va être intéressant, alors restez bien jusqu'à la fin. Monsieur Christian Delplanque, je suis très content d'être sur votre exploitation aujourd'hui. La première question qui me vient à l'esprit, comment est-ce qu'un homme peut devenir spécialisé dans la reproduction des escargots? Avant tout, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être venu et merci aussi les achats de naissins de mon exploitation agricole biologique. Alors, avant tout, je me présente, je suis Christian Delplanque, je suis un héliciculteur spécialisé uniquement dans la reproduction d'escargots, donc les naissins. Ok. Pour répondre à votre question, pourquoi je suis devenu héliciculteur? C'est simple, en fin de compte, je suis un ancien cadre. Étant propriétaire de 2 hectares aujourd'hui sur Meillan, enfin depuis un bon moment, j'ai décidé de basculer, sauter la barrière et de m'investir dans l'héliciculture biologique. Magnifique. Là-dessus, j'ai lancé sur cette exploitation, sur ce terrain, une exploitation agricole biologique en activité héliciculture et apiculture biologique. Ok, donc c'est vraiment tout ce qui est très petit, c'est ça votre dada? Voilà, en fin de compte, c'est une passion, avant tout c'est une passion, parce que c'est avant tout pour préparer ma retraite, en fin de compte. Ah ouais. Hein, sujet hautement d'actualité voilà, en ce moment. C'est ça, voilà, tout à fait. Étant donné on a 2 ans de plus maintenant, donc voilà. Non, je plaisante. C'était pour préparer justement un plan de retraite derrière, étant donné, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un ancien cadre en fin de carrière. Et malheureusement, la crise sanitaire est arrivée en 2020 et j'ai anticipé mon activité à 100% de mon temps maintenant sur l'exploitation. Ok, magnifique. Et avec tout ça, vous êtes arrivé dans l'idée de faire naître des escargots. Mais comment on peut avoir cette idée? Vous lancez dans l'agriculture, oui, biologique ou conventionnelle, peu importe. Il faut choisir une activité en fonction de votre passion. Donc j'ai choisi les escargots et les abeilles, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis apiculteur en même temps. En fin de compte, c'est pour des raisons de gestion. Par rapport à mon exploitation et au temps que je peux éventuellement donner sur cette exploitation. D'accord. Et vous aviez déjà des connaissances sur les escargots alors Non, du tout. J'ai aucune formation sur les escargots ni sur les abeilles. Et j'ai eu la chance d'adhérer à 2 formations avec Christophe Simoncilli, quelqu'un de très bien et très professionnel, ce qui m'a donc formé à faire donc bien sûr l'élevage d'escargots, de la reproduction d'escargots et la transformation d'escargots. Très bien.
Où se trouve ce professeur? C'est quel lycée C'est un lycée situé à Motte-Servelex, en Savoie. C'est facile à trouver sur internet, hein. Voilà. Vous pouvez vous adresser directement à cette école, c'est l'école agricole, enfin lycée agricole, et vous demandez après Christophe Semousili, qui est, je dirais, un adhérent de Aspersa. Ça, c'est une association, hein, qui regroupe, je dirais, un ensemble des lessiculteurs en France. D'accord, très bien, très bien, très bien. Voilà. Okay. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher envers cette personne qui est très compétente. Peut-être bien qu'il faudrait que j'aille voir ce monsieur Simoncelli, histoire de lui faire une interview. Ça peut être intéressant. J'imagine bien que quand on décide de se lancer dans cette activité, il y a une passion et il y a des valeurs derrière. Et c'est quoi les vôtres? Non, avant tout, c'est une passion. Hein, c'est une passion, parce qu'en fonction de l'exploitation agricole que vous souhaitez donc lancer, c'est en fonction de votre situation professionnelle et votre situation actuelle, je dirais. Donc si vous lancez cette exploitation à l'âge de 20 ou 30 ans, c'est pas du tout le même objectif qu'une personne qui lance une exploitation. Moi, avant tout, c'est la protection de l'environnement, la qualité et le bien-être, je dirais, au niveau de cette exploitation. Le plan financier, bien sûr, est d'actualité, parce que c'est des gros investissements quand même. Hein, oui. Et il faut comme que on obtient quand même un équilibre financier pour amortir l'ensemble de ces investissements. Si j'ai bien compris, en termes de production, votre exploitation apporte du miel et des naissins. C'est ça, donc mon exploitation agricole biologique, mon activité c'est les lessicultures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'apiculture. Dans l'apiculture, on n'en a pas encore parlé, donc bien sûr j'ai mes propres ruches. Je me suis produire bien entendu du miel, hein, oui. Du miel de fleurs, hein, au miel de printemps. Je ne fais pas de transhumance pour des raisons biologiques. Hein, et avec ce produit, c'est-à-dire le miel, hein, je vais fabriquer bien sûr, les produits dérivés, c'est-à-dire le pain d'épices, les bonbons, la meringue et aussi des savons au miel. Voilà. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses à découvrir. Hein. N'hésitez pas de venir me rendre visite. C'est avec grand plaisir de vous faire déguster cela. Tous les liens sont dans la description. Voilà, merci. Donc voilà, ça c'est la partie apiculture. Et à partir des lessicultures, c'est uniquement la reproduction de la vente de naissins. La repro, c'est une activité complètement à part, où moi j'alimente tous les professionnels comme Alexandre. Merci d'ailleurs, très content de la production. Sur la totalité de la France aussi. Ouais. Hein. Voilà, donc il faut bien déterminer ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que vous voulez faire la repro ou vous voulez faire la transformation avec l'élevage? Exactement. C'est deux métiers différents. Oui. Les trois, c'est possible, bien entendu. Mais à grosse échelle, c'est impossible. Non, voilà, on veut choisir si on produit les naissins pour notre propre transformation, voilà, ou si on veut apporter notre contribution à d'autres éleveurs. Si vous voulez faire votre propre consommation, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire les trois. Oui. Hein, par contre, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'activité commerciale, hein, là, il faudra vraiment choisir. Oui, oui, simplement parce que le calendrier horaire ne permettrait pas de tout faire. Déjà, il y a le calendrier, vous avez tout à fait raison Alexandre de le préciser. Le calendrier, c'est important parce que la reproduction, ça commence au mois de décembre. D'accord, hein, au mois de décembre. Au mois de décembre, et ça se termine fin mai, quelquefois même début juin. Oui. Hein. Alors, ce calendrier est imposé, pas par le biais de la nature, hein, c'est imposé par le biais de la commercialisation, de la transformation. Et oui, Noël approche. Voilà, Noël approche. Voilà. Donc, si vous préférez, il faut absolument provoquer la nature pour produire des naissins, enfin des œufs et après des naissins, pour alimenter nos lessiculteurs d'élevage et de transformation pour le mois de avril, à partir de mars, oui, mi-mars jusqu'à mi-juin. Voilà. Pour qu'ils puissent récupérer leur escargot bordé, donc ce qui veut dire un escargot adulte, hein, oui, enfin de les cuisiner et préparer les plats pour la fin d'année. Exactement, ça c'est ma partie, voilà, pour le coup, ça c'est ma partie. Voilà, voilà le calendrier. En termes de proportion, vous êtes plus apiculteur ou éleveur de naissins? Je vais vous répondre par rapport à l'activité commerciale, je suis plus lessiculteur qu'apiculteur. Excellente réponse. Voilà. Juste derrière nous, on voit une serre qui est en fait un atelier de reproduction. À l'intérieur, il y a des tables où les reproducteurs commencent à faire leur petit travail. Moi, ma question, c'est, il faut une table qui fait combien de mètres carrés pour combien d'escargots? C'est simple, c'est 5 kg au mètre carré.
vous êtes un héliciculteur qui avait décidé de devenir un spécialiste de l'atelier élevage. Ce choix stratégique, qu'est-ce qu'il apporte comme force et qu'est-ce qu'il apporte comme faiblesse? Avant tout, oui, j'ai décidé de me spécialiser. Pourquoi? Parce que, afin de répondre correctement et donner de la qualité à l'ensemble de mes clients, il faut se spécialiser. On ne peut pas être monsieur, je sais tout faire. En fait, tout met mal. Ouais. Voilà, tout est mal, ça n'existe pas pour moi. Donc il faut choisir une activité bien déterminée afin de se former et aussi de se spécialiser pour respecter la qualité et respecter aussi l'escargot. C'est un choix. Je fais tout. Non, pour moi, ça n'existe pas. On peut pas tout savoir et on ne peut pas tout connaître. Donc il faut arrêter vraiment une activité pour bien respecter la charte, je dirais, de l'activité. Donc la force, c'est vraiment de maîtriser absolument ça. Et malheureusement, comme dans tout métier, malheureusement et heureusement d'ailleurs, on apprend tous les jours. Ah bah ça c'est sûr. Et est-ce que vous voyez des faiblesses avec ce choix stratégique? Quelque chose qui aurait pu vous manquer ou vous êtes 100% satisfait? 100% satisfait quand même. En fait, en parlant avec Christian, on a découvert qu'il existait une faiblesse. On va en parler plus tard dans l'interview. Restez avec nous. Malgré tout, parce que j'ai eu aussi de ma part un gros investissement. Bah oui. Oui. Et aussi des échecs aussi. C'est comme ça qu'on apprend, il n'y a pas d'échec. Voilà, donc je suis très satisfait. Génial. Alors, on avait dit tout à l'heure que vous produisez du naissin et du miel. Par contre, on a aussi oublié quelque chose, parce qu'il se trouve que vous produisez aussi de la connaissance. Oui, tout à fait. La connaissance qui est donc la formation pédagogique. Donc, initiation héliciculture, initiation apiculture. D'accord. Et on parle bien d'héliciculture spécialisée dans la reproduction. Dans initiation générale. Oui, et après, il y aura un module spécialisation reproduction. Et bien ça, je vous le dis, moi ce module, il m'intéresse. Je pense que je vais m'inscrire. Une dernière petite question. Est-ce que vous avez des idées de progression par rapport à votre exploitation? Comment vous vous imaginez dans 1 an, dans 5 ans? Dans l'évolution, bien entendu, comme tout chef d'entreprise, c'est l'envie de progresser. Oui. Mais avant tout de progresser, mais dans des bonnes conditions. Avant de foncer tête baissée à produire, il faut d'abord construire l'outil de travail. Absolument. Et améliorer son outil de travail tous les jours, tous les mois, tous les ans. Enfin déjà moins se fatiguer, faut reconnaître. Je vous rejoins tellement. Alors là, ça m'a carrément fait plaisir. La chance qu'il a. En fait, il a atteint un niveau où la seule chose qui le préoccupe encore, c'est d'optimiser son ergonomie. C'est le rêve, vous me connaissez, moi j'adore ça. Dans l'évolution, c'est ça, pour arriver au moment faire très attention, parce qu'après vous mettez le doigt dans l'engrenage. Et après ça devient plus l'exploitation agricole, producteur sympa, ça devient une usine. Un homme d'affaires. Voilà, c'est un homme d'affaires. Et ça, l'homme d'affaires, j'en veux plus. Je comprends. J'ai connu ça il y a une certaine époque, non, c'est fini. Donc je vais m'arrêter à une certaine production. Moi aujourd'hui, je m'arrête à peu près à 4 millions de naissins de production par an, ça suffit. Ce qui est déjà colossal. C'est déjà très bien. Oui, voilà. Suffisamment pour le souligner. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas si nombreux que ça à proposer du naissin de cette manière-là. Nous ne sommes pas nombreux. La liste, je dirais, fournie par Aspersa, donc par Christophe Semoncilli. Nous sommes une bonne dizaine en France déclarés dans la reproduction de naissins. Et en bio, nous sommes à peu près 3-4 au bout du monde. En déclaré aussi, pareil. Eh bien, c'est un peu triste, seulement 3 ou 4 à disposer d'un label de qualité. Mais c'est pour ça que vous allez choisir un de ces métiers. Ouais. En effet, il y a de la place pour tout le monde. Et ce qui est bien avec Alexandre, c'est qu'il va donc donner cette envie à certains candidats pour se lancer là-dedans. Et c'est avec grand plaisir de vous accueillir. Ah, ça fait plaisir. Vous voyez, tous les héliciculteurs vous appellent. Venez, on s'amuse bien, on est bien avec les escargots. Rejoignez-nous. Si j'ai envie d'acheter des naissins, si j'ai envie d'acheter du miel ou de m'offrir un peu de connaissances, où est-ce que je vais? Non, il faut tout simplement venir chez moi. C'est une excellente réponse. Je réponds. C'est juste. Voilà, vous venez tout simplement, vous allez soit vous contacter Alexandre, ou vous allez sur le internet et vous tapez de Le Plan Christian, héliciculteur, apiculteur. Donc vous allez me trouver. Donc c'est mon site internet, bien entendu j'ai un site internet qui s'appelle donc miel et escargot au pluriel,
bio.fr. Vous allez donc retrouver tous les éléments, ainsi qu'aussi un bulletin de réponse si vous voulez participer à des formations pour 2024. C'est génial, merci beaucoup. Et bien sûr, toutes ces infos de contact, elles sont en lien dans la vidéo. Ouais, je commence vraiment à aimer cet objet-là. Pour la deuxième étape, on va prendre notre fameux héliciculteur imaginaire et on va démarrer l'action. Bon, Christian, on a notre héliciculteur imaginaire. Qu'est-ce qu'on est là? On est au mois de septembre, il a fini sa transformation, il lui reste quelques escargots vivants. Il se dit, j'aimerais bien faire naître pour l'année prochaine 50 000 gros gris et 50 000 petits gris. Je ne sais absolument pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec ces escargots vivants au mois de septembre? Bon, ça a déjà été dit, mais je le répète. Cette vidéo, c'est certainement pas un cours. Pour y arriver, il faut une vraie formation. Mais au moins, ça vous donne une vision de ce que c'est un petit peu l'atelier reproduction. Allez, on y retourne. Pour répondre au plus simple, vous avez des escargots en septembre. Oui. Bordés. Oui, ils sont adultes. Oh, ils sont magnifiques. Pas de souci. Donc, vous allez donc les faire jeûner. D'accord. Sécher. Et après, vous les mettez en chambre froide enfilée. Donc on va les faire hiberner si je comprends bien. On va les faire hiberner tout simplement. Très bien. Et au moment que vous souhaitez donc lancer votre reproduction, vous allez donc sortir vos filets de la chambre froide et les positionner sur votre table de reproduction. Très bien. Du coup, on va aller voir qu'est-ce que c'est une table de reproduction. Et voilà Christian, nous sommes en face de votre magnifique table de reproduction. J'avoue que c'est très impressionnant. Combien de mètres elle fait, vous m'aviez dit? 20 mètres. 20 mètres. Ça ne s'arrête pas, il y a des escargots à l'infini. Bon, alors notre héliciculteur imaginaire a sélectionné ces escargots pour faire ces 50 000 gros et petits gris. Déjà, combien d'escargots il a sélectionné pour arriver à ce chiffre? Non, si vous préférez, moi je ne travaille pas par rapport au nombre de naissins. Je travaille en fonction du nombre de kilos d'escargots repro par métable. C'est-à-dire, je positionne par exemple ici, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, une table. Vous avez donc 3 tables exactement là, j'en ai d'autres bien sûr. Hein. Et par table, c'est une table de 20 mètres sur 1 mètre, et là-dessus j'ai 100 kg d'escargots. Très bien. Et la reproduction, si vous préférez, ça sera en fonction du désir de l'escargot, parce que si vous préférez, il y a beaucoup de facteur qui fait que d'une année à une autre, ça peut changer au niveau de la quantité des naissins, parce que les naissins, c'est en fonction des œufs, c'est-à-dire de la ponte. Très bien, oui, c'est ça. Je crois que de mémoire, c'était quoi, entre 80 et 120 œufs, il me semble que j'ai ce chiffre-là. C'est ça, c'est dans cette tendance moyenne, parce que si vous préférez, en début de ponte, vous avez des grosses pontes, même plus de 100 œufs d'ailleurs, hein. Et plus qu'on avance dans la saison, bon, l'escargot s'épuise aussi, il se fatigue. Hein, donc vous allez pouvoir trouver des pontes quelquefois avec 40-50 œufs. Oui, ok. C'est aléatoire, il n'y a pas de règles déterminées. Bon sûr, il y a des calculs. D'ailleurs, Christophe Simonsili peut vous donner un peu plus de renseignements là-dessus. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Enfin, quand d'une année à une autre, ça peut changer. D'un escargot à un autre aussi, ça peut changer. C'est très compliqué. Ok. Donc, maintenant, l'idée de mettre les escargots de notre héliciculteur sur cette table, c'est dans un premier temps, j'imagine, qu'ils se réveillent, qu'ils finissent leur hibernation, et bien sûr qu'ils commencent à faire l'accouplement. C'est sur cet endroit-là qu'ils vont s'accoupler, j'ai bien compris. Voilà, donc, comme je vous l'ai expliqué avec notre personne Grégoire. Oui, Grégoire, c'est Grégoire, ne l'oublions pas. Donc, Grégoire a sorti ses escargots de sa chambre froide. Il a construit sur sa table de reproduction, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et il y a plusieurs types de tables. Hein. Après, chacun fabrique sa propre table en fonction de son travail, de son facilité de travail, etc. Enfin, sa méthode, chacun fait sa petite soupe, on va dire. Donc, Grégoire a sorti ses escargots. On peut les tremper aussi un petit peu dans l'eau tiède pour les réveiller un peu plus vite. Et donc, il a positionné sur sa table, on appelle ça sur ses planches, donc sa planche, on appelle ça le mangeoire. Voilà. Très bien. Donc il va installer ses escargots, et ces escargots ils vont se réveiller très vite, ça se réveille très vite. Et la première chose qu'ils vont faire, les escargots, c'est d'abord se nourrir, parce que pendant quelques semaines ou quelques mois, ils ont hiberné, ils sont jeûnés, vous n'oubliez pas qu'ils sont jeûnés. Ils vont donc se jeter sur l'aliment,
Et après, tout de suite à la foulée, ils vont commencer à se reproduire. Je vais prendre la caméra, Christian va continuer à nous parler et vous aurez la chance de plus voir ma tête. Et vous verrez les escargots. Alors Christian, voyons de plus près ces tables. Qu'est-ce que je vois ici? Il y a les mangeoires dont vous m'avez parlé. Oui. Elles sont ici. Et qu'est-ce que je vois là? Des petits bacs de terre. Vous avez mis des petits bacs de terre. Tout à fait. Donc vous pouvez le constater sur la vidéo. Vous voyez bien sûr, donc là vous voyez, c'est l'escargot réveillé. Hein, on voit bien, il est bien réveillé, bien en chair. Hein, et le mangeoire, c'est ça, cette planche-là. En mangeoire, c'est comme le nom, c'est de donner à cet endroit-là donc tous les aliments pour la nourriture, c'est-à-dire la farine ou des granulés ou des végétaux, bien sûr, bio pour moi. Là-dessus, l'escargot va donc forcément se balader là-dessus, sur les planches de collage aussi. Hein. Vous pouvez voir ici, plage au collage, hein, ici. Hein. Vous retrouvez le même principe sur un parc, en fin de compte. Une table de reproduction, c'est un parc en miniature. Attention, la petite secousse, j'ai touché le fil, ça fonctionne. Alexandre a dû se prendre une joute là. Voilà, donc en fin de compte, vous retrouvez le même principe sur un parc. Vous avez les planches à coller, collage, excusez-moi, et la planche de mangeoire. Très bien. Vous retrouvez le même principe sur un parc. Alors, ce que vous trouvez en plus sur les tables, c'est ça fameux, comme Alexandre vient de ces pots, c'est des pots, du pot plastique, on va dire, hein, où donc on va donc remplir avec de la tourbe hein, pour donner la possibilité aux escargots de pondre. D'accord. Vous pouvez constater d'ailleurs, celui-ci là, il est en train de pondre, celui-ci est en train de pondre, celui-ci est en train de pondre, et les escargots donc vont creuser dans cette tourbe. Donc, on a des études du terreau, d'autres ils étudient la tourbe, etc., etc. Enfin, chacun se fait sa petite soupe, hein, comme je disais tout à l'heure. Après, si vous voulez rentrer vraiment dans la technique et en formation, je vous le précise là-dessus, en fin de compte, on va tenir compte du pH. L'acidité est importante. L'acidité, c'est important, parce que ça peut générer soit un retard de ponte ou l'escargot peut fuir aussi. Hein, voilà. Donc c'est des pots que je vais remplir de tourbe hein, et l'escargot va venir pondre tout simplement. Et là c'est pendant la période, donc on va dire quelques semaines après d'avoir donc posé donc, les escargots sur les tables. Donc on y répond assez vite d'ailleurs et régulièrement. Bon, déposer des escargots sur une table, franchement n'importe qui peut le faire. Mais il y a du boulot. En fait, il y a même beaucoup de boulot. Et puis d'ailleurs, c'est quoi ce boulot? En effet, Alexandre, ça demande beaucoup de temps et du travail. Et il faut surtout être disponible, je dirais, nuit et jour sur une table de reproduction. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter afin de garantir cette reproduction. Déjà avant tout, c'est la propreté. Hein, il faut absolument donc nettoyer régulièrement les tables hein, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Moi, je fais le matin et le soir. Hein. Et après, il faut bien sûr nourrir les escargots tous les jours. D'accord, hein, d'accord. Tous les soirs, je nourris les escargots hein, après le lavage. Moi, j'ai décidé de faire donc ce type de table avec un fond. Hein, pour récupérer toute la partie excrément, hein, parce qu'un escargot injecte énormément d'excréments. Et il faut donc nettoyer pour ça 2 fois par jour pour éliminer bien entendu toutes les progressions de bactéries hein, et aussi d'avoir des tables propres et que quand vous rentrez dans votre serre, vous ne sentez pas le mauvais. Voilà, donc si vous préférez avant tout la gestion, c'est une intervention minimum 2 fois par jour, matin et soir, de s'assurer qu'il y a toujours un taux d'hydrométrie à peu près de 80% minimum, et d'avoir toujours une température en moyenne de 18 degrés. De 18 degrés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut de temps en temps régulièrement se lever même la nuit, hein, pour aller surveiller si vous n'avez pas un problème de chauffage, ça peut arriver, ou augmenter peut-être quelquefois la température en fonction de la température extérieure. Donc 18 degrés, 80% d'humidité, ça c'est le minimum qu'il faut respecter, afin de donner la possibilité à l'escargot de se développer et de s'accoupler, de pondre. Très bien. Voilà.
Donc concrètement, là, vous avez un système de chauffage et une certaine isolation à l'intérieur de votre tunnel. Voilà, donc dans ma serre, c'est une serre isolée, hein, avec un chauffage, donc pour rester dans la protection de l'environnement. J'ai fait donc un chauffage donc au granulé. Hein, génial. Granulé qui va donc chauffer la totalité de cette serre. Magnifique. Voilà. Bien sûr avec une régulation derrière. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'isolation de la serre. Donc, vous comprenez bien que tout ça, c'est bien, mais ça demande un gros investissement de départ. Oui, voilà. Je comprends bien. Voilà. Donc, bien entendu, chaque table est donc équipée d'un système anti-fuite. On appelle ça un anti-fuite. Là, pareil, il y a plusieurs méthodes. Chacun fait un petit peu sa soupe. Moi, j'ai décidé, après avec l'expérience, d'installer 2 fils galvanisés, deux fils acier galvanisés, raccordés sur un générateur que vous pouvez voir là, hein, un générateur électrique, qui va donc donner une impulsion électrique sur ce fil, et l'escargot au contact, il va forcément reculer. Après, vous avez le système avec des bandes. Bon, j'avais fait, vous pouvez voir sur la vidéo, j'avais mis des bandes au départ, hein, les bandes blanches que vous pouvez voir là. Mais ça ne fonctionnait pas très bien parce que, étant donné que je dois respecter un taux d'hydrométrie de 80%, la bande s'imbibait d'humidité et ça faisait des courts-circuits et l'escargot passait à travers sans réaction. Donc j'ai préféré de positionner des fils galvanisés, électriques. Oh, je crois que là, ils viennent nous donner un petit tuyau sympa. Et j'imagine bien que le nettoyage se fait au jet simplement, vous... Voilà, donc toujours l'eau naturelle, hein, bien sûr, hein, pas de produits, hein, l'eau pure. Hein. Jamais de sanitol, rien, non, pas de... Non, ne me parlez pas de tout ça, s'il vous plaît. Donc, non, l'eau fraîche, naturelle, hein, avec un jet, hein, tout simplement. Et bien entendu, après le lavage, c'est de ramasser aussi les morts. Hein, parce oui, qu'il y a une mortalité, aussi pareil. Sur chaque table de reproduction. Oui. Qu'il faut ramasser les morts pour les odeurs, pour l'hygiène et les bactéries. D'ailleurs, c'est une mort qui se voit aussi à l'état naturel. Hein. La reproduction leur coûte énormément d'énergie. Il y a des stats là-dessus. En parc, on est à peu près, environ 30% de perte. Ouais, ok. En table de reproduction, on est à peu près 10%. Oui, quand c'est bien maîtrisé. Voilà, quand c'est maîtrisé. Mais c'est aléatoire une fois de plus. Une année à une autre, ça change en fonction de l'escargot, en fonction de... Parce que en table de reproduction, c'est plus compliqué que ça. Hein. Vous venez en formation, je vous donnerai bien sûr tous les éléments détaillés. Mais l'escargot, il est plus malin que nous parce que là, je leur donne bien sûr une température, je leur donne un taux d'humidité, je leur donne à manger, je leur donne tout ce qu'il faut pour bien vivre. Mais l'escargot capte la pression atmosphérique. Oui. Donc, et là-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il capte la pression atmosphérique, ça arrête de pondre. Ou il ne s'accouple pas. Et ça, c'est les aléas du métier de la reproduction. Ah, ça fait partie du challenge. Ça s'appelle des trous dans la raquette en reproduction. C'est, voilà, Dame Nature, elle commande encore. Voilà, c'est la nature qui commande. Génial, génial. Et en ce qui concerne l'hydrométrie, j'imagine bien que le simple fait de nettoyer à grande eau plus la température suffit à trouver une valeur hydrométrique correcte. Tout à fait. Si vous faites un nettoyage 2 fois par jour, un arrosage 2 fois par jour, c'est suffisamment. Alors après, c'est à contrôler, hein, toujours pareil. Hein. Oui, oui. Donc au pire, on chauffe s'il n'y a pas assez d'humidité et on ventile davantage s'il y en a trop. C'est ça. Très bien. C'est une gestion. Du coup, notre ami Grégoire, à ce stade, a franchi quelques étapes. Il a réveillé ses escargots, il a réussi à les accoupler sur sa table de reproduction et il a même réussi à obtenir des œufs. Quel mois on est là maintenant? Non, nous sommes au mois d'avril. Au mois d'avril, donc on commence à avoir des œufs au mois d'avril. Et maintenant, la question qui brûle la bouche de tout un chacun, comment notre héliciculteur va-t-il faire pour sortir les œufs de ces petits bacs de terre? On va aller voir ça. Alors, un grand changement de décor, hein. Nous voilà au pied du Cervin et on voit un magnifique petit chalet suisse. Absolument pas. Voilà, donc c'est un chalet en bois bien sûr, donc en bois naturel. Et là-dedans, j'ai lancé donc ma salle d'incubation. La salle d'incubation. La salle d'incubation. Donc c'est la suite logique de la table de reproduction. Après la table, on passe en salle d'incubation pour justement faire la fécondation des œufs, qui vont donc forcément donner des naissins.
Très bien, très bien. On va voir à l'intérieur, vous verrez avec plaisir. Comment ça se passe. Allez, on y va. Voilà. Alors Christian, nous sommes arrivés avec nos petits pots de terre remplis d'œufs dans cette fameuse salle d'incubation. Que va-t-il se passer? Bon voilà, donc comme vous avez pu le constater là, tout à l'heure dans la salle de reproduction, des petits pots. Donc ces petits pots ont été bien sûr ramassés. Et là-dessus, on va les ramener donc en salle d'incubation pour, ça s'appelle un démoulage, démouler ces pots pour récupérer les œufs. Vous pouvez le constater sur la table, ici, donc on appelle ça des assiettes, avec tous des pontes que j'ai donc démoulées dans chaque pot là, j'ai démoulé et j'ai récupéré les œufs que j'ai positionnés dans des assiettes d'incubation. Très bien. Ces assiettes d'incubation sont bien sûr remplies, regardez comme celle-ci. Voilà, celle-ci elle est remplie. Et on va donc refermer cette assiette par une autre assiette. Voilà, ici, pour fermer l'ensemble. Cette assiette, elle sera forcément positionnée sur des étagères. Vous pouvez voir déjà une partie, voilà, avec des dates, bien sûr, de ponte. Parce que si vous préférez, c'est très important de déterminer la date de la ponte, ce qui va vous donner la date approximative des naissins. Pour servir donc les clients. Et c'est là où ça devient plus compliqué et une contrainte et aussi une pression envers les clients parce que vous devez assurer la livraison en fonction des dates des clients. Et ça, c'est pas toujours gagné. C'est pas évident parce que si vous préférez sur des assiettes, quelquefois, il va y avoir des quantités importantes de naissins et bon, il n'y aura pas de problème. Quelquefois, des assiettes aussi où ça n'a pas marché, ça arrive. Pour des raisons techniques, je vous expliquerai ça en formation. Et là-dessus, si vous préférez, chaque date va déterminer donc une semaine de naissance, ce qui veut dire une semaine de livraison. Ok. Voilà. C'est pour ça que je demande toujours à mes clients, quelquefois, surtout tous les clients demandent d'être livrés au mois de mai. Mais je dois sortir 3 millions de naissants au mois de mai. Mais vous imaginez que c'est ingérable. Donc je suis obligé d'éclater un petit peu le livraison à partir du mois d'avril jusqu'à fin mai, en fonction des dates de ponte. Sinon, je me transforme en usine. Et c'est pas l'idée. Et c'est pas l'idée. On en a déjà parlé. Donc, si vous préférez, c'est là où ça devient une contrainte et aussi surtout un stress pendant 2 mois où vous ne dormez plus. Parce que vous avez toujours peur, est-ce que je vais avoir mes naissins? Parce que dans le métier de reproducteur, c'est un métier ingrat. Si vous préférez, il faut très bien réussir et avoir des naissins beaucoup plus importants, que vous pouvez très bien, on appelle ça des trous dans la raquette, des pontes, des mauvaises pontes. Voilà, donc si vous préférez, c'est là où ça devient dramatique parce que j'ai les clients professionnels, comme Alexandre, qui attendent après ça pour faire leur chiffre d'affaires. Bien sûr. Donc vous imaginez la pression que nous avons. Et ça devient très 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 stressant. Bon, après on aime ce métier, on l'aime pas. Moi j'adore ce métier. Mais pendant 2 mois je dors pas beaucoup. Eh bien, voilà. Je crois qu'on a trouvé la question force et faiblesse. La seule faiblesse qui pourrait exister, ça serait l'incroyable responsabilité que vous avez parce que finalement, c'est de votre métier que dépend la réussite annuelle de plein d'autres agriculteurs. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que grâce, je dirais, à mon travail, je vais donc fournir de la production et du chiffre d'affaires aussi de d'autres réciculteurs. Et ils attendent tous après moi. Enfin, moi ou ils autres, bien sûr, d'autres producteurs qui sont reproducteurs. Il n'y a pas que moi, heureusement d'ailleurs. Donc ce stress, il est là. Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas gagné. À partir du moment où vous mettez vos escargots dans votre table de reproduction, quand vous les sortez de la chambre froide, vous connaissez réellement le résultat au moment où vous allez ouvrir l'assiette pour les naissins. Non, si vous préférez, pendant toute la période, tout le protocole de la reproduction, vous ne connaissez pas et vous ne pouvez rien garantir. Et c'est pour ça que quelquefois, vous avez des confrères que je respecte beaucoup et c'est des grands professionnels aussi. Ils arrivent quelquefois à dire à des clients 3 jours avant ou 8 jours avant, je ne peux pas vous livrer.
Voilà, donc on ne connaît pas d'avance. On ne sait pas d'avance ce qu'on va obtenir comme reproduction. Hein, on fait tout, bien sûr, pour réussir. Mais c'est là où le premier, c'est que il y a mes confrères, même que fois moi, hein, ça arrive, ben, je peux pas livrer parce que j'ai eu des trous dans la raquette, j'ai eu des moments des assiettes, ça n'a pas marché, et à un moment l'escargot n'a pas pondu, et à un moment ça s'est pas reproduit, ou, voilà. Donc c'est beaucoup de facteurs très compliqués à gérer. Et je vous dis, pendant 2-3 mois, ben, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous êtes toujours sur le qui-vive, je dirais, de surveiller votre production, surveiller la table, surveiller vos assiettes. Et voilà. Donc, bien sûr, jusqu'à présent, je vais toucher du bois. Voilà, je touche du bois. J'ai toujours assumé et livré 100% de mes commandes. Bravo, magnifique. Ouais. Un héliciculteur reproducteur, ça bosse sans filet. Sans filet. Et voilà Christian, je pense que notre héliciculteur Grégoire a les bonnes bases pour commencer sa reproduction, sachant qu'il ne va probablement pas aboutir s'il ne se forme pas, idéalement chez vous. En effet, donc pour réussir, bien entendu, et éviter les échecs, même avec des formations d'ailleurs, vous pouvez aussi avoir des échecs, hein, mais ça va limiter la casse. Hein, en vous formant. Hein, il faut impérativement vous former. Donc, bien sûr, vous pouvez venir chez moi. Pas de souci, moi, je vais faire la formation d'initiation. Mais par contre, si vous voulez des formations beaucoup plus détaillées aux besoins, je vous invite de vous adresser auprès de Christophe Simoncelli. Génial. Quelqu'un de très bien et très compétent. Alors, on se dit au revoir, pas n'importe où. C'est un parc hélicicole qui servira à accueillir vos prochains reproducteurs. Donc ce parc est utilisé uniquement pour recevoir mes reproducteurs. C'est-à-dire quand je vais finir ma reproduction de ma serre de reproduction, je vais donc déplacer mes escargots pour les positionner bien entendu dans ce parc. Et ils vont encore continuer à se reproduire bien sûr. Hein. Et je vais donc bien sûr alimenter ce parc aussi par des naissins, mes propres naissins. Voilà. Et la dernière chose que vous devez faire attention bien sûr, c'est à la gestion de la diversité génétique. Il faut que ça arrive de plusieurs sites différents, j'imagine. Tout à fait, parce que si vous réutilisez votre propre souche de reproduction, si vous ne le mélangez pas avec d'autres, bien sûr, escargots extérieurs, vous allez donc forcément avoir des escargots, très faibles. Et par contre, moi, je fais des échanges avec d'autres reproducteurs, bien sûr en bio, hein, pour échanger quelquefois 100 kg, 50 kg, enfin peu importe, voilà, pour mélanger avec d'autres escargots. Donc là, on est vraiment sur du win-win parce que ça améliore la génétique de deux exploitations bien distantes chaque fois qu'il y a un échange. Tout à fait, donc ça c'est très important, hein, de respecter cela. Génial, génial. Et je pense qu'on a fait le tour de la question et, voilà, et je vous remercie. Je tenais à vous remercier Alexandre, hein, et bravo à tout le monde, hein, et n'hésitez pas de contacter Alexandre, hein, quelqu'un de très bien et très compétent aussi. Et merci à tous et n'hésitez pas, à votre service. Beaucoup. Allez, se serre la main. À bientôt. À bientôt. Génial. Et ben voilà, c'était ma toute première interview. J'avoue que c'est pas facile, on peut pas reprendre les scènes à l'infini comme ça se passe au hameau. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Christian, c'est devenu un super pote. À la fin, il a dit, si tu veux, on peut se dire tu. Et puis j'ai dit, d'accord. Alors ça, c'est cool. En tout cas, moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et en attendant, continuez de parler d'escargots.